Arrêt stand, changement de pneus pour la création qui a connu une succession de problèmes électriques mineurs. Et pour la Pescarolo numéro 16, il faut aussi souhaiter que les problèmes soudainement rencontrés soient mineurs. La 16 ralentit, Henri dans les nodières. Que se passe-t-il ? Nicolas Minassian nous annonce à la radio qu'il y a des coupures moteur, et même le moteur qui s'arrête carrément et qui repart. Et donc ce sera le début d'une très longue séance pour diagnostiquer d'où vient la panne. On l'aura su après, c'était un fil du faisceau moteur mal fixé par Judd qui était rentré en court-circuit. Et c'est la panne la plus dure à trouver sur une voiture, une panne électrique. Et inversion des rôles, cette fois, la cassure du rythme que connaît la Pescarolo numéro 16 ne pourra que favoriser la remontée de l'Audi numéro 7, déjà revenu à la 5e place. Tom Christensen ici relayé par Alan McNish. Quant à la Pescarolo numéro 16, elle va rentrer dans son stand. Henri Pescarolo, racontez-nous, détaillez-nous. On a essayé de diagnostiquer la panne sur le faisceau moteur de la voiture, c'est-à-dire ce qui nous concerne. On a changé tout ce qu'il était possible de changer sur le faisceau moteur châssis. Puis à la fin, il a bien fallu se rendre à l'évidence. On a dit à John Judd, ça ne peut venir que du faisceau moteur. Et là, ils ont travaillé très très lentement, malheureusement. Ils ont mis plus d'une heure pour changer un faisceau moteur qui, logiquement, devrait se changer en quelques minutes. Ça, ce sera à revoir pour l'année prochaine. Nous allons maintenant retourner chez Audi avec un premier bilan pour Emmanuel Pirot. Nous avons essayé le triple relais pour voir quelle est la durée de vie du pneu. Là, nous examinons les pneus pour voir où ils en sont et décider ce que nous allons faire plus tard dans la course. Mais jusque-là, la voiture a été très très bonne. Je suis très content. Le toujours enthousiaste et charismatique Emmanuel Pirot, qui aura eu peut-être le temps d'arrêter un instant son regard sur un stand de proximité, celui du Corvette Racing, avec l'immobilisation momentanée de la C6R numéro 64 en tête, avec un problème de fixation à l'avant de la voiture. Et c'est le bon vieux ruban adhésif qui est déjà sorti pour une course pourtant loin d'être finie. Quant à la rapide mais supposée fragile radicale numéro 22, elle est à son stand et même rentrée dans le stand. Au volant, le pilote propriétaire Martin Short, évidemment frustré, mais qui sait aussi que toute nouvelle voiture au Mans, Henri Pescarolo, rencontre forcément des problèmes de jeunesse, même vérifiés avec l'Audi numéro 7. Oui, la course des 24 heures du Mans est complètement différente des courses Le Mans Série. La radicale a été très très bonne en début de saison, mais tenir 24 heures, c'est un autre problème. Un public resté très nombreux, vous l'avez vu au carillon des 23 heures, première au classement, l'Audi numéro 7 devant la Pescarolo numéro 17 et la Pescarolo numéro 16, votre voiture bien sûr, Henri Pescarolo, qui s'est lancé dans une folle remontée, on l'a vu pointer 9e. On va s'installer il y a un instant comme si nous étions nous aussi dans un fauteuil du stand Audi. Entretien entre les deux pilotes allemands, Frank Biela, la chevelure blonde à droite de l'écran, et Marco Werner. On discute sans doute stratégie. Et donc, image réconfortante, Henri, avec le retour en piste de la numéro 16. C'est là où on voit le vrai potentiel de notre voiture par rapport à l'Audi, puisque là maintenant, aussi bien la 7 que la 16 se sont lancés dans une remontée et on voit que Christensen était capable de tourner en 3.31, 3.32 en course et Collard n'a pas pu faire mieux que 3.35. C'est la vraie différence entre les diesels et les essences. La numéro 8 au stand, vous avez ici le loisir de détailler l'ensemble des opérations, mais malheureusement a fait quelques petits tours et puis est à nouveau rentré, la Pescarolo numéro 16. Alors même question, Henri, que se passe-t-il à nouveau ? C'est la même chose, on a fini de changer tout ce que nous pouvions changer nous-mêmes sur notre faisceau, donc maintenant on dit à John Judd, c'est à vous de jouer. Et c'est là où il commence à changer le faisceau moteur. Un tête à queue à la chicane Ford avec la Pilbeam Judd, un équipage très cosmopolite avec le jeune britannique Simon Pullen, 23 ans, l'américain Chris McAllister, bien connu d'ailleurs des courses de voitures historiques aux États-Unis, le français Marc Rostand qui renversait, mais une nouvelle occasion de saluer l'efficacité des commissaires, quelles que soient les circonstances. Beaucoup de mouvements devant vos stands. Henri, la 16 toujours au bloc opératoire, à la 17 attendu pour un ravitaillement. Franck Montagny prêt pour relayer Eric Allary. On va l'écouter. Pour l'instant, je dirais qu'on s'est aperçu que les Audi étaient très rapides. On ne pourra pas suivre de toute façon à la régulière. Donc on ménage notre voiture en espérant être plus fiable qu'elle. Et surtout, on a des soucis de tenue de route qu'on n'avait jamais rencontrés avant. La voiture n'a pas de grippe, on sous-vire énormément. En réaccélération, on a des problèmes de motricité. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est incompréhensible.
Mais bon, on va continuer, on verra. Il est très tôt encore, hein. Il reste beaucoup de courses, donc on va continuer comme ça. Henri Pescarolo. Oui, le problème qu'évoque Eric Hellary, en fait, c'est un problème inhérent aux pneumatiques qui ont été essentiellement étudiés pour l'Audi. Voiture à très forte charge aérodynamique, et on s'aperçoit que pour notre voiture, il aurait fallu des gommes un peu plus tendres pour mieux pouvoir les exploiter. Alan McNish a entre-temps terminé un arrêt de routine, se remet tout de suite dans l'action. Un rappel à propos des 6 pilotes Audi, tous des anciens vainqueurs. Additionnez le total de victoires de ces messieurs et vous en obtenez 17, c'est fort. GT1 des nouvelles de l'évolution du duel Corvette-Aston Martin, tout va bien pour la 009 et sera bientôt prête à venir en renfort de la voiture sœur, la 007, après être remontée des fins fonds du classement, la 30e position. Les Aston Martin privés sont là aussi, la 62 du Russian Age Racing avec David Brabham, Antonio Garcia et Nelson Piquet Jr., fils de l'ex-champion du Mans défunt, justement 10 ans après sa première participation aux 24 heures du Mans. Une Aston Martin régulièrement dans le top 10 et qui pourrait devenir l'allié plus offensif des Aston Martin Pro Drive s'il fallait mettre davantage de pression encore à la Corvette numéro 64. En GT2, presque à la surprise générale, la Porsche Cycle Motorsports numéro 83 de Dominique Farnbarer, Lars-Erik Nielsen et Pierre Herré est passé en tête. C'est difficile de ne pas sourire. Normalement, au Danemark, on dit qu'il est difficile de ne pas baisser les bras. Mais en ce moment, ce n'est pas non plus facile de les lever car nous accomplissons des doubles relais. Mais tout va simplement bien sur la voiture. Elle va même comme un obus. Nous avons des pneus fantastiques, le moteur, tout est bien. Le team s'est vraiment transcendé. Je pense que vous réalisez que nous sommes venus là la toute dernière minute. Tout va comme si nous n'avions eu que 24 heures pour nous préparer. Et ainsi vont les 24 heures. Et bien dans ces 24 heures du Mans aussi, une Corvette intime et des pilotes très suivis par le public. Le Luc Alphand aventure avec le numéro de la Sarre dans la course, le 72. Ça coince un petit peu dans les stands. Une année 2006 qui a extrêmement bien commencé pour Luc Alphand avec une éclatante victoire au Dakar. Fin du calvaire pour la Porsche du team belge iSport Racing avec une crevaison pour cette Porsche pilotée par Yves Lambert, Christian Lefort et Romain Iannetta. Henri Pescarolo, nous y sommes. C'est la nuit du Mans, une nuit magique, nuit unique. Globalement, qu'évoque pour vous justement la nuit des 24 heures? La nuit, c'est quelque chose de relativement relax quand il fait le temps que nous avons eu cette année, qui peut être terrible quand il pleut. Là, les conditions sont très bonnes, la piste est fraîche, la température est fraîche, donc il faut simplement rester concentré parce que la fatigue commence à se faire sentir. C'est là où on commence aussi à commettre des fautes. Le public reste dans tous les cas très présent, c'est la nuit, c'est la fête du Mans. Il y a un passage par les stands Audi où l'on retrouve Dindo Capello aux côtés de Ralf Hüttner, l'un des bras droits de Renault Yost. Dindo Capello, Ralf Hüttner, Henri Pescarolo, tout le monde a naturellement le regard fixé sur les écrans. Comme le dit le docteur Ulrich, nous avons constamment l'œil sur les autres concurrents car nous avons toujours besoin de savoir comment ils vont agir et ce que nous allons alors devoir faire. Jusqu'à présent, nous avons essayé de maintenir notre rythme. Nous essayons si possible d'emmener les pneus sur 3 relais et c'est ce que nous parvenons à faire. Retour dans vos stands Henri Pescarolo avec les problèmes que vous aviez détaillés maintenant résolus. Image rassurante, la Pescarolo numéro 16 sortie de son stand. Enfin, John Judd a décidé de faire ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire changer le faisceau moteur. Et après, miraculeusement, la voiture va tourner comme une horloge jusqu'à l'arrivée. Mais la réparation était tellement longue qu'envisager une place sur le podium n'est plus possible pour la 16. Par contre, soutenir un rythme très élevé jusqu'à l'arrivée, c'est un bon test pour la voiture. Un rythme très élevé aussi en GT2 avec un bac à gravier pour la Porsche du White Lightning Racing en GT2. Donc c'est l'équipe vice-championne de l'American Le Mans Series 2005 et était à queue en pagaille à cette chicane avec drôle de coïncidence une figure de style de la Porsche du Flying Lizard qui est en règle générale la rivale habituelle du White Lightning Racing en American Le Mans Series. Voici le classement après 8 heures de course avec la Pescarolo prise en tenaille entre les deux Audi. Moyenne des leaders 219 km/h 976 et 45 voitures en course
sur les 50 au départ. Henri Pescarolo, alerte dans votre stand. Et une image de vidéosurveillance comme vous ne les aimez pas. Oui, nous avons sursauté effectivement parce qu'on n'a pas très bien su ce qui se passait. En fait, c'est Franck Montagny qui a raté un peu le freinage à Mulsanne. Il est arrivé face au pneu et pour ressortir, il a mis un coup de marche arrière et il s'est mis dans le bac à sable. Donc c'était plus de peur que de mal, mais on a perdu un tour et demi à peu près dans cette aventure parce qu'on rentre la voiture, on regarde s'il y a des cailloux, s'il y a quelque chose qui a touché sous la voiture. On s'aperçoit que tout va bien et elle repart. Et ce ping-pong perpétuel, la cassure de rythme de l'un attire naturellement le regard de l'autre. Une Pescarolo s'arrête, une Audi. Là nous sommes avec Ray Mallock. Sa voiture est aussi arrêtée. Tout allait bien jusqu'à il y a à peu près une demi-heure lorsque nous avons eu un arrêt imprévu. Le pilote ou les pilotes nous ont rapporté des vibrations à l'avant calé en s'empirant. Andy disait que les choses allaient plutôt mal et tenant compte aussi du fait que nous rencontrons quelques problèmes avec le levier de changement de vitesse pour descendre les rapports, mais aussi quelques problèmes au niveau de la pression de turbo. Alors nous avons décidé de faire un arrêt et de changer tous ces éléments, ce qui devrait nous prendre environ 20 minutes. Grand moment d'émotion dans tous les cas du côté de chez Panoz avec le numéro 80 du team LNT qui ici effectue une petite figure de style à la sortie du virage de Tertre Rouge. Elle est dans tous les cas rentrée dans le tiercé de tête de cette catégorie GT2 toujours très animée avec l'équipage Tom Kimber-Smith, Richard Dean et Lawrence Tomlinson. Nous le disions avec Henri Pescarolo, c'est la nuit du Mans, nuit festive. La nuit du Mans dans tous les cas un délice. Par contre une nuit un petit peu moins festive. Henri Pescarolo pour la Courage Judd du Swiss Spirit. La voiture a été rentrée dans son stand. L'occasion tout de même de saluer l'excellent Courage parce que c'est vrai que c'est une très belle voiture. Ici la création qui est arrêtée au virage d'Arnage. Une réussite la Courage, reste maintenant à la fiabiliser. Oui, je crois qu'il y a eu des problèmes de boîte de vitesse sur pratiquement toutes les Courages, mais c'est effectivement une très belle voiture. À quand le panneau P1 pour le 10 numéro 8, mais au cœur de la nuit mancelle. Attention, une alerte avec l'arrêt de l'Audi numéro 8 et une manœuvre tout de même inquiétante. La voiture est rentrée dans son stand. À cet instant-là, Henri Pescarolo, qu'avez-vous pensé? Qu'avez-vous espéré? On a espéré que ça durerait aussi longtemps que sur la 7, puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait. La 7, quand ils ont changé la rampe d'injecteur, ça a mis 20 minutes pratiquement. Et là, on va s'apercevoir, malheureusement pour nous, heureusement pour eux, que ça n'est qu'un problème de boîte de vitesse. Ils vont changer le pignon de 5e en 9 minutes. Donc, ça nous remet à égalité pratiquement. La Pescarolo numéro 16 tourne. Henri Pescarolo décrit Henri Pescarolo. Henri, avec qui êtes-vous? Où êtes-vous? Que faites-vous? Ben là, on est en liaison télémétrique avec chaque voiture. Il y a un ingénieur devant chaque écran d'ordinateur qui surveille le fonctionnement de la voiture. Moi, je suis au milieu et j'ai aussi un stratège qui calcule le rythme de course des autres voitures par rapport aux nôtres et on définit la stratégie future. En tout cas, vous n'êtes pas fatigué, c'est clair. Par contre, profitez bien des images à venir parce que ce sont les dernières d'une voiture qui tourne. La Dôme de Jan Lammers de Stefan Johansson et du débutant Alex Young qui, malheureusement, au cœur de la nuit, va perdre la voiture alors qu'il abordait la première chicane d'une Hunaudière, direction cassée. Et retour dans le clan Aston Martin, nouvel épisode du feuilleton qui tient tout le monde en haleine. Corvette face justement aux Aston Martin. Thomas Senghi tout au long de la nuit a fait très fort, une série de relais hyper rapides sur la 007 tout comme Andrea Piccini. On remarquera également que la Lamborghini Murcielago est toujours là, ce qui est aussi une bonne surprise. Henri Pescarolo, dans tous les cas, c'est clair, ce duel Corvette-Aston Martin aura été un moment fort de la catégorie GT. Derrière, il n'y a eu que les miettes pour les autres voitures de la catégorie GT. C'est deux constructeurs qui s'affrontent directement et une course intense presque jusqu'à l'arrivée. Donc c'est ça que vient voir le public. Des voitures très proches les unes des autres, très performantes et se battant jusqu'au bout.
Il a du courage aussi, ce public. Bah, je crois que c'est ce qu'on vient rechercher au Mans. Quand on vient, c'est pour y rester 24 heures. Et alors, il y a effectivement la fête, mais il y a une course, une vraie course qui tient tout le monde en haleine. Parfois quelques petits coups de fatigue, normal pour les mécaniciens. Ils sont aussi mis jour à rude épreuve. Ah bah là ça devient de plus en plus dur parce qu'ils doivent être prêts à intervenir à tout moment, c'est-à-dire que j'interdis pratiquement chacun de mes mécaniciens de sortir des stands parce qu'à tout moment on a la hantise d'avoir une alerte radio qui nous dit qu'un pilote est en train d'entrer au stand, comme ça se passe en ce moment pour la Porsche Matmut. Oui, la numéro 76 avec Romain Dumas, Raymond Narac et Luca Riccitelli qui donnent quelque part l'impression d'être agonisante. Enfin, serait-on tenté de dire les premières lueurs du jour? Vous les accueillez comment? Alors là, pour un pilote, c'est un moment très important parce que quand on plonge dans la nuit, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et tout d'un coup, on voit l'aube qui pointe, on commence à voir un peu plus clair. Et on se dit que finalement, on est peut-être déjà dans la deuxième moitié de la course et que c'est bon signe. C'est bon signe, disiez-vous Henri Pescarolo. Oui, c'est bon signe puisque le jour s'est levé. La course naturellement continue dans les S du Carpe Rouge. Vous reconnaissez l'Aston Martin 009, toujours aussi vive, toujours aussi rapide. Avec Pedro Lamy, Stéphane Ortelli et Stéphane Sarrazin. Elle pourchasse ici la courage du team Miracle Motorsport de John Macaluzzo, d'Andy Lally et de Ian James. Le classement après 13 heures de course. Henri Pescarolo, 2 tours entre l'Audi de tête et votre voiture, la Pescarolo numéro 17, donc en deuxième position. Oui, on s'est aperçu, et je crois que le docteur Ulrich a eu la même impression que moi, confirmé par les temps autour, qu'on ne pouvait pas aller chercher l'Audi à la régulière. Donc on a tous les deux, chez Audi et chez nous, adopté un rythme très rapide, mais qui permet tout juste de maintenir ces écarts. Retour au stand au ralenti pour le La Motor Zytec du Bini Motorsport numéro 24. Elle a été très peu épargnée au point que nous attendons même maintenant de savoir ce qui va casser sur la voiture. Témoigne Bill Bini. Alternateur, démarreur, problèmes électriques. Elle n'a décidément pas été épargnée. Nous sommes donc très prudents. Nous essayons de rester bien en ligne, de garder le rythme et faire en sorte que la voiture finalement soit surtout hors du garage. Bill Bini qui partageait le volant de cette voiture avec Allen Timpani et Yojiro Terada. Alors dans quel état est-il? Ah oui, je suis un petit peu fatigué maintenant en matière de repos. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai dû avoir quelque chose comme 1 heure de sommeil. Donc là maintenant, je vais prendre un petit déjeuner. Et puis après, nous verrons bien ce qu'il en sera. Retour sur les Pescarolo avec la numéro 17 en deuxième position. Eric Hellary ici au volant, rentre au stand. Henri, pas de souci au niveau de l'orchestration, naturellement, des ravitaillements. Non, on avait très confiance dans la fiabilité de nos voitures, je l'avais dit avant le départ, et sur la 17, effectivement, tout se passe bien. Une seule faute de Franck Montagny dans la nuit, pour le reste, tout se passe bien et on croise les doigts. Voiture manœuvrée pour naturellement pouvoir repartir au plus vite. La course, on le dit souvent d'endurance, se gagne ou se perd dans les stands. Heureusement, la voiture repart. Là, effectivement, on a vu que dans les arrêts au stand, on a été parmi les meilleurs, très très proche d'Audi. Et je crois que c'est une grande performance de l'équipe Pescarolo Sport. Traditionnel cliché du dimanche matin, vous Henri Pescarolo, vous ne sommeillez pas pendant les 24 heures. Non, je dormais peut-être un peu plus quand je pilotais que maintenant que je dirige l'équipe, parce qu'il n'y a aucun moment où je quitte les stands. C'est physiquement assez éprouvant. Les mécaniciens, je les évidemment laisse dormir, comme le font les autres équipes, parce qu'ils en ont besoin et ils sont prêts à tout moment à intervenir. Y aura-t-il intervention ou non? En tout cas, la performance a été belle et remarquable. Performance de la Ferrari de la Scuderia Écosse. Première année de participation au Mans de la toute nouvelle 430 GT qui succède à la 360. Avec ici l'équipage Enzo Carcaldi, Chris Niarchos, Tim Mullen. Un dimanche matin par contre un petit peu plus difficile pour le Spiker numéro 86 qui là est rentré dans son stand. Cette Spiker que se partageaient Jeroen Bleekmolen, Mike Esman et Johnny Kane. L'arrêt stand même pour ravitaillement de la Ferrari, l'immobilisation de la Spiker laisse pour l'instant le champ libre à la leader des GT2 avec le numéro 83, la Porsche Cycle de Dominique Farnbacher, de Lars Erik Nielsen et de Pierre Henry.
Et bonne prestation aussi dans cette même catégorie LMGT2 de la Porsche d'un team japonais managé par Riki Chiba, le team Taizan Hudven avec Katsuyuki Nishizawa, Shinichi Yamaji et Philippe Collin. Catégorie GT2 aussi avec la présence continue et tant mieux de la Panose numéro 80 qui ici devance une Lola américaine, la Lola du team Intersports Racing. Clin d'œil à celle qui était la seule femme pilote au départ à bord de cette voiture, Lisa Lidé. Chez Audi pendant ce temps, c'est silence, on tourne, retour en piste de la numéro 8 avec Marco Werner, mais nouvelle alerte, Henri Pescarolo. Un commissaire en la voie des stands, un juge de ligne même, a stoppé Audi numéro 8. La raison, eh bien c'est simple, les phares ne fonctionnent pas totalement. Rappelons, les voitures doivent rouler phares allumés. Et là c'est clair, la rampe des phares côté gauche ne fonctionnait pas. Oui, c'est le règlement. Il faut arrêter une voiture si les phares ne fonctionnent pas symétriquement. C'est ce qui s'est passé malheureusement l'année dernière. La voiture de tête a franchi la ligne d'arrivée avec 2 phares éteints d'un côté. Mais cette fois-ci, les commissaires ont été vigilants. Péripétie oubliée pour le dit numéro 8, maintenant aux mains de Franck Bella qui continue naturellement d'aligner des tours. Est-ce un miracle pour elle? Peut-être. Elle, c'est le courage du Miracle Motorsports numéro 27 avec John Macaluzzo, Andy Lally et Ian James. Ian James revient sur la stratégie adoptée depuis le début de la course. Nous avons eu en fait une stratégie différente par rapport à beaucoup d'autres voitures de la catégorie LMP2. Nous avons tourné avec des régimes assez bas. Nous avons eu un rythme plutôt conservatif. Donc vous savez, nous avons commencé assez doucement, mais nous commençons à rattraper le terrain. Il y a simplement la voiture du Ray Malloy Limited devant nous. Nous avons, nous, basiquement conservé le même rythme qu'hier. Finalement, réfléchi et réaliste Ian James. Maintenir le rythme est donc la priorité, sachant qu'il n'y a absolument rien à faire pour venir contester la suprématie exercée dans cette catégorie LMP2 par l'un MG Lolin numéro 25, avec à cet instant-là au volant Andy Wallace. Arrêt ravitaillement pour l'Aston Martin 009, nous allons retrouver dans quelques instants Stéphane Sarrazin. Ça se passe très bien, on est devant les Corvettes avec 2 minutes d'avance, donc on va essayer de maintenir l'écart. On attaque fort et ils sont très rapides, donc voilà, c'est très serré depuis le début de la course, il reste encore beaucoup de temps. On est bien classé, ça va. C'est dur de rester devant, mais on attaque, tous les pilotes attaquent tous les tours, comme un tour qualif, donc c'est cool. Dur de rester devant, dur d'éviter les problèmes. Henri Pescarolo, une image qui échappe à la logique avant le virage d'arnage. Une Audi R10, en l'occurrence ici le numéro 7, a été dépassé par une Aston Martin, la 62. Ouais, il y a alerte chez Audi parce qu'effectivement, une Aston qui double une Audi, c'est qu'il y a un gros problème sur l'Audi. Visage inquiet, celui de Reynolds Just. Et dans le stand, cependant, Alan McNish qui se prépare. Regard sur l'écran par vous-même, Henri Pescarolo, avec donc cette image de la 7. Malheureusement que c'est encore la 7, et toujours la 7, et rien que la 7. Voilà, Reynolds Just qui traverse carrément la piste pour voir exactement ce qui se passe. Et ça chauffe pas mal quand même. Petit problème au niveau, pourquoi pas, de la maîtrise de température moteur. Ouais, il semblerait que ce soit un turbo apparemment. Franck Montagny, pendant ce temps, enchaîne les tours à un rythme toujours aussi rapide, aussi élevé. Il revient ici dans le sillage d'une Corvette. Est-ce qu'il entretient ici une lueur d'espoir par rapport tout de même à l'objectif avoué avant départ, Henri, qui rime avec victoire? Petit risque quand même, là, doubler la Corvette à cet endroit-là, c'est pas évident, c'est la nouvelle portion, mais bon, je crois qu'il y a une telle différence maintenant entre une LMP1 et une GT que ça se passe pas trop mal. Par contre là, des espoirs de bons résultats qui s'échappent en fumée avec l'arrêt, le début de l'incendie dans les naudières de la WR numéro 30. Le pilote, vous l'avez vu sur la gauche de votre écran, c'est Julien Brichet. Des images qui heureusement d'ailleurs sont devenues finalement rarissimes. Henri Pescarolo, des incendies en course. Retour sur le classement après 16 heures de course. Et la situation qui est celle-ci, avec une Audi en tête devant la Pescarolo, la mieux placée de vos deux voitures. Henri la numéro 17 avec Eric Hellary, Franck Montagny avec Sébastien Loeb. Panneau SC présenté par un commissaire, safety car, en raison d'une nécessité d'intervention pour nettoyer la piste en quelque endroit, au lieu effectivement de l'huile perdue. Et parfois aussi indépendamment des morceaux de gomme. Quelques signes de mécontentement exprimés par le pilote. La fameuse gestion LMP1, voitures les plus rapides par rapport aux voitures les moins rapides. La catégorie GT2 en particulier, bien qu'était très rapide en GT2. Porsche numéro 76 rentré dans son stand et manœuvre d'évitement de justesse.
la voiture sur la piste, c'est la Zytec numéro 2 et l'une de vos voitures Henri obligée carrément de couper le bac à gravier. C'est la 16 et on a vu ça en direct aussi des stands et il n'y avait malheureusement pas d'autre solution pour éviter cette voiture en perdition. Heureusement le sable est porteur, comme on dit dans les Paris-Dakar, et la voiture a pu traverser le bac sans problème. Le docteur Ulrich profite dans tous les cas de cette légère accalmie pour aller se restaurer, la course qui repart. Précision, Henri Pescarolo, s'il y a tout à coup une image un peu plus trouble sur l'écran et la poussière qu'il soulève, c'est tout simplement cette fameuse poudre d'absorption qui a été répandue par les commissaires pour gommer les traces d'huile. Ouais, les premiers tours sont toujours délicats après ce genre d'intervention parce qu'il y a beaucoup de ciment sur la piste et pour les voitures qui suivent, c'est un peu gênant. Nous avons vu les Audi, nous retrouvons la Lola numéro 24, le Bini Motorsport avec Bill Bini, Alain Timpani, Giro Terrada, quelques longueurs derrière. La MG Lola numéro 25, la reine des LMP2, équipe déjà lauréate dans cette catégorie en 2005 et bien partie pour se succéder à elle-même au palmarès de cette catégorie. Même constat, même commentaire, même schéma pour la Corvette numéro 64 qui conteste à l'Aston Martin numéro 009, la place de première dans cette catégorie GT1. Super duel, Henri, dans tous les cas, avec le match très attendu, vérifié entre les Aston et les Vettel. Oui, il en reste deux pour se battre. Toutes les autres ont eu des problèmes. Effectivement, c'est un peu ce qui arrive en général sur une course de 24 heures. Si on engage plusieurs voitures, c'est qu'il est rare qu'elles passent toutes au travers des ennuis. Virage du tertre rouge, l'attaque des Hunaudières à la fois pour la Corvette, pour l'Aston Martin. Un écran partagé pour un à droite, apprécier la poursuite de ce duel. À gauche, la restante de l'Aston Martin 007 qui connaît quelques petits problèmes au niveau des températures de frein en particulier. La Spyker en numéro 85 n'est plus en course. La Spyker en numéro 86 aussi. Dans cette catégorie LMGT2 par contre, un team qui a le sourire, c'est le team LNT avec la Panose Espérante transformée en Panose Espérance avec Richard Dean qui en témoigne. Je pense que vous pouvez dire que nous n'avons que 2 courses de FIA GT en termes de préparation. En fait, nous ne faisons vraiment que commencer notre aventure avec l'impression qu'à chaque fois, tout est à refaire. Bon, il y a encore 6 heures à tenir. Nous sommes loin de penser que nous sommes comme à la maison. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme il s'est déjà produit justement beaucoup de choses jusqu'à présent. Et sur la pit lane, ici et là, vous pouvez le voir, il y a pas mal de rideaux de stands qui sont fermés. Je ne vous dirais pas que le sommeil nous manque, les muscles, c'est vrai, sont fatigués, mais l'événement est si fantastique et le résultat le rend si agréable, ce qui fait que nous allons finalement attendre et voir. Voir surtout le drapeau d'Amier et pense et espère Richard Dean. Une carrière de 20 ans et un pilote qui reste dans l'attente d'un premier bon résultat aux 24 heures du Mans. Retour sur l'MG, le numéro 25 du Ray Mallock Limited, en tête de la catégorie LMP2 avec Henri Pescarolo. Un très bon comportement général de cette voiture qui va cependant être rentrée dans son stand. Alors a réussi à atteindre à un moment de la course le 6e rang. Oui, je crois que de cette catégorie LMP2 est intéressante. Il y a des voitures qui ne sont pas encore assez fiables maintenant et qui commencent à être de plus en plus rapides. Et avec le retour de Porsche annoncé l'année prochaine, ça va être encore une autre histoire, les LMP2. Audi, Pescarolo, Audi, avec cette fois-ci l'une de vos voitures, Henri qui prend la numéro 17 de vitesse, ici le 10 numéro 7. Le moins que l'on puisse dire par contre pour Tom Christensen, c'est que c'est plutôt évanoui l'espoir d'une 8e victoire. Mais il a eu tellement de chance dans sa carrière qu'elle tourne un petit peu de temps en temps, la chance. Gagner 7 fois les 24 heures du Mans en une dizaine de participations, c'est extraordinaire. Là, c'est sa voiture qui a des problèmes, exceptionnellement. C'est l'autre qui n'en a pas. Le classement après 19 heures de course, 300 tours, tout rond au compteur de la voiture de tête, le 10 numéro 8 avec Franck Bilin, Emmanuel Epiro, Marco Werner. Ici dans les Hunaudières, prenant l'avantage logique là par contre sur la Ferrari numéro 87 de la Scuderia Écosse. 9e position pour la Pescarolo numéro 16. Seule la numéro 17 peut maintenant venir jouer la victoire et ainsi contrer l'Audi numéro 8. On y croit malgré quelques traits de visage fatigués dans vos stands. Henri Pescarolo, la 17 tourne et la numéro 16 est en 9e position. Nous allons justement, Henri,
vous retrouver dans le stand. L'histoire de la course de cette année, elle est très claire. Audi avait bien caché son jeu. Ils ont la puissance, le couple, la consommation, tout va dans le bon sens. Le seul problème, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir la fiabilité. Or, tout est arrivé sur une auto et presque rien sur l'autre. Je crois qu'il faut qu'on en tire des conclusions positives. C'est que déjà, si jamais j'arrive à être deuxième entre les Audi comme l'année dernière, pour une petite équipe comme moi, c'est quand même un exploit. Henri, le verre vous a toujours accompagné, le verre de l'espoir, y compris sur vos branches de lunettes. On va s'attarder un petit instant sur la Porsche numéro 89 du team Seba Automotive avec Christian Reid. Torquil Thierry est quelqu'un que vous connaissez bien, Xavier Pompidou. Une Porsche dépassée ici après Mulsanne par une voiture en pleine progression. Une nouvelle évolution de la Saline avec Terry Borchler, Johnny Mullen et un débutant au Mans, Christian Fittipaldi pour la Porsche Seba. Malheureusement, la Porsche en question n'ira pas bien loin. Ça se passe en haut de la voie des stands avec l'immobilisation de la Porsche numéro 89. C'est Xavier Pompidou qui est au volant. Mais la course, l'arrivée est encore trop loin pour cette voiture qui s'arrêtera là. Transmission cassée. Nouvelle arrêt stand aussi pour la Corvette numéro 63 de Ron Fellows, de Johnny O'Connell, de Max Papis. Capot arrière retiré. Inspection. Une triste image, Henri, de cette Porsche ainsi évacuée de la piste pour Xavier Pompidou, comme pour tout pilote qui abandonne ou qui a du mal à remonter dans le classement, comme les Corvette Boys de la 63. Ces coups-là sont vraiment des coups très durs. Oui, mais là, à partir de ce moment-là, quand on a des problèmes, je crois qu'on essaye de terminer la course le plus vite possible pour que ça serve d'enseignement pour l'année prochaine, car tout le monde déjà pense à l'année prochaine. 2007 est peut-être encore loin, cependant à ce stade de la course, dans l'esprit des pilotes de la Corvette numéro 63, manœuvrer cette fois pour être rentré dans son stand avec Ron Fellows, Johnny O'Connell, Max Papis. La situation en GT1, deux voitures jouent encore la victoire, 0-0-9, l'Aston Martin DBR9 et 64, la voiture sœur de la 63, l'autre Corvette C6R. Il y a toujours en catégorie GT2 et dans le tiercé de tête, la Ferrari de la Scuderia Écosse 430 GT, présentée comme étant la voiture de la revanche pour Ferrari après l'insuccès de la 575 GTC dans la catégorie GT1. Attention, l'Aston Martin 009 rentré dans son stand, et là Henri Pescarolo, c'est un autre coup de théâtre. C'est Stéphane Ortelli qui était au volant, qui décrit justement ce qu'il a ressenti à Stéphane Sarrazin. Les deux pilotes sont vraiment consternés, d'abord parce que la voiture est immobilisée, la Corvette Koei à droite de l'écran qui reprend la tête, et là c'est tout simplement l'embrayage qui est fatigué et qui a trahi l'équipage de la 009. Oui, c'est un vrai coup de théâtre parce que d'après ce que je sais, les Aston n'ont jamais eu de problème d'embrayage dans toutes les courses jusqu'à maintenant, donc ça arrive au mauvais moment. La situation commence à s'éclaircir un peu partout en tête du classement général, l'Audi numéro 8 avec Franck Bella, Emmanuel Pirot, Marco Werner pour la catégorie LMP1. En catégorie LMP2, de retour en piste depuis quelques temps déjà, l'AMG Lola numéro 25 reste leader, Thomas Erdos, Mike Newton, Andy Wallace devant la Lola Zytek numéro 24 avec une progression finalement en dents de scie, des hauts, des bas. Plutôt débat en cette fin de course, il n'y a pas de débat, c'est clair, pour Bilbini, Alex Tempani et Yojiro Terada. Au ralenti aussi, une voiture qui reste quoi qu'il en soit sur les feuilles de classement, risquant tout de même un non-classement final pour distance parcourue insuffisante. C'est la Lamborghini numéro 53 du JLOC, le Japan Lamborghini Owners Club, avec deux japonais, Koji Yamanishi, Yasutaka Inoi et Marco Apicella. Et puis l'un des coups de cœur et coups de chapeau du dimanche, Henri Pescarolo, c'est pour le team Luc Alphand Aventure. La Corvette du Technopark du circuit des 24 heures est toujours en course, elle est dans le tiercé de tête des GT1. Je crois qu'ils sont en train de réaliser une course assez extraordinaire parce que c'est une écurie privée et qu'ils sont en train d'arriver progressivement sur le podium en n'ayant commis aucune faute pendant toute la nuit. Et les pilotes ont fait un boulot extraordinaire. À 2 heures de l'arrivée, la Pescarolo numéro 16, revenu 6e. Alors on espère toujours que cette année numéro 8 va avoir un petit problème et ça n'arrive toujours pas. Pas de beau problème, c'est le mot de vocabulaire que l'équipage de la Cycle Motorsport numéro 83 voudrait bien ne pas avoir à prononcer. Dominique Farnbacher, Lars-Erik Nielsen, Pierre Herré sont en tête, mais malheureusement pour eux, problème. Il y a la Porsche numéro 83 est au ralenti
Position de leader soudainement contestée par la panose du team LNT numéro 80 qui a un retard de 5 tours à combler. Des problèmes de boîte de vitesse et en particulier des problèmes de sélecteur de commande de passage de vitesse pour la Porsche du team Cycle Motorsports. La Corvette tourne, les deux Corvettes, la 63 et la 64, mais c'est surtout la panose numéro 80 et tout le team LNT qui à cet instant-là commence à y croire. Embrayage remplacé sur l'Aston Martin 009, la voiture va pouvoir repartir, mais Henri Pescarolo, ce sera pour un barreau d'honneur, car c'est clair, la victoire, sauf circonstances particulières, va lui échapper. La voiture est comme neuve, après autant d'heures de course, un embrayage neuf, donc les pilotes vont pouvoir s'en donner à cœur joie jusqu'à l'arrivée maintenant. Aston Martin 009 avec Pedro Lamy, Stéphane Ortelli, Stéphane Sarrazin en tête de la catégorie. Figure la Corvette numéro 64 et l'équipage Oliver Gavin, Olivier Beretta, Jan Magnussen. En route vers quoi? Vers la troisième marche du podium pour le 10 numéro 7. Nous allons retrouver Tom Christensen. Je pense qu'Alain et moi-même ne pensions pas cela avant. J'étais à l'attaque tout le temps, même s'il nous a fallu être raisonnable par rapport à toute la poisse que nous avons pris en pleine figure pendant la course. Bien entendu, au redémarrage, après nos problèmes, nous ne pensions plus avoir la chance de revenir sur les vainqueurs. Mais par contre, nous pensions vraiment qu'un podium était possible. Notre voiture sœur, elle a eu une course fantastique et c'est ce qu'il vous faut ici. Vous avez besoin d'un bon travail d'équipe, d'une bonne préparation et de rester calme sur la piste. Et à l'évidence, toutes ces choses ont bien marché pour eux. C'est nous qui avons eu les problèmes. Le numéro 8, l'un de ses tout derniers arrêts, ravitaillement, retour en piste de la R10 TDI de Franck Bilin, d'Emmanuel Pirot et de Marco Werner. Toujours aussi silencieuse Henri Pescarolo. C'est vrai que c'était l'un des éléments de curiosité par rapport aux Audi R10 TDI. Le son dégagé par le moteur, très peu bruyant, un diesel de compétition. Je crois que le public regrette un petit peu le fait que les voitures ne fassent pas beaucoup de bruit. Et il faudrait peut-être pas que toutes les voitures soient silencieuses dans le futur. Le public, lui, en tout cas, fait du bruit pour supporter le team Pescarolo Sport. Vous êtes tous champions? Oui, je crois qu'on n'espérait plus maintenant qu'il y ait des problèmes sur l'Audi de tête. Ce qu'on espérait, c'est qu'on n'en aurait pas, nous non plus, sur la voiture en seconde position. Derniers instants de course, le dit numéro 8. Sur la route de la victoire pour Franck Bilin, Emmanuel Pirot, Marco Werner. Et donc à la deuxième place, cette voiture-ci, la Pescarolo numéro 17 avec Eric Hellary, Franck Montagny et Sébastien Loeb. Les tout derniers instants de course où justement pour figurer sur la photo de franchissement de ligne d'arrivée, on commence à se regrouper. On commence également à y croire fermement chez Audi. La numéro 7 a rejoint sa grande sœur, la numéro 8. Henri, assailli naturellement par les journalistes. On voit aussi le dénouement est proche. Nindo Capello, lui aussi satisfait de voir le drapeau à damier bientôt présenté pour la fin de cette 74e édition des 24 heures du Mans. Et voilà une autre image traditionnelle, celle justement du balai de drapeau des commissaires pour l'attaque de la dernière ligne droite avant les dernières chicanes et le salut du drapeau à damier. Oui, Henri, c'est l'arrivée. Oui, c'est l'arrivée. Je crois que finalement ça a été une course palpitante pour tout le monde. Audi a relevé un défi extraordinaire, faire gagner un diesel au Mans pour la première participation d'un moteur de ce type à ce niveau. Et nous, je crois que nous avons été à la hauteur de ce qu'on attendait. On a apporté une belle réplique à Audi. On arrive deuxième pour une deuxième fois consécutive et finalement, je crois qu'on peut en être fier et heureux. Classement, palmarès et livre d'or des 24 heures du Mans. Victoire de Franck Bilin, d'Emmanuel Pirot et de Marco Werner. L'Audi gagnante a parcouru 380 tours du circuit des 24 heures du Mans. 5187 km à la vitesse moyenne de 215 km/h, 409. La Pescarolo numéro 17, Eric Hellary, Franck Montagny, Sébastien Loeb termine deuxième à 4 tours. Podium complété avec la troisième place de l'Audi de Nindo Capello, de Tom Christensen et d'Alan McNish.
Catégorie GT1, victoire Corvette avec la C6R numéro 64 d'Oliver Gavin, Olivier Beretta de Jan Magnussen. C'est la 3e victoire consécutive d'un même trio de pilotes en GT1. L'équipage de l'Aston Martin 007, Thomas Engue, Andrea Piccini et Darren Turner termine second. LMP2, 2e victoire consécutive pour le team RML Ray Mallock Limited avec la MG Lola numéro 25 de Thomas Erdos, Mike Newton, Andy Wallace. Et en catégorie LM GT2, victoire de la Panoz Esperant GT LM du team LNT pour le 10e anniversaire de l'inscription d'une première Panoz aux 24 heures du Mans. Victoire pour Tom Kimber-Smith, Richard Dean, Lawrence Tomlinson. L'heure de la délivrance est venue avec la cérémonie de podium. Plus que les bilans, l'heure est aussi aux perspectives à venir, Henri Pescarolo. Et on peut espérer qu'il y aura une révision des équivalences entre les diesels et les moteurs essence pour qu'il y ait une course encore plus palpitante, si c'est possible, que cette année. Et en tout cas, on sera là. Une édition en 2006 palpitante, appréciée, historique avec la première victoire d'un moteur diesel aux 24 heures du Mans. Tout de suite, les témoignages. Alain Dindo et moi-même, nous nous sommes donné tout ce que nous pouvions faire, mais ça n'a pas suffi. Nous sommes fiers d'avoir pris part à ce défi, les deux voitures sur le podium, et puis de vous voir. Vous êtes l'esprit du Mans. Merci beaucoup. Donc, les Audi étaient plus rapides ce week-end, mais je suis vraiment content de finir deuxième et avec tout ce public qui nous a encouragés tout le week-end, c'était un super moment. Et après Sébastien Loeb, Henri Pescarolo. Et j'en suis très fier d'avoir participé aujourd'hui à un événement historique, l'arrivée du diesel avec Audi, la victoire d'une nouvelle technologie aux 24 heures du Mans, et Pescarolo Sport qui s'est battu pendant toute la course avec ses pilotes pour essayer de gagner. On est sur le podium, je crois que c'est le principal, et en tout cas on en est très fiers. Bravo à tous. Pour Audi Sport, le docteur Ulrich, nous voulions seulement faire la démonstration que le moteur diesel d'aujourd'hui est un moteur génial. Il est le meilleur moteur, il est aussi un moteur sportif. Aujourd'hui, c'est une journée diesel. Merci Audi. Bravo à tous, bravo Henri Pescarolo et rendez-vous pour les 24 heures du Mans 2007.